Jacques Mézard, le président du groupe RDSE au Sénat, est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous donc, pour ce rendez-vous de Public Sénat avec l'agence France Presse, représenté ce soir par Jean-Louis Prévost. Perrine Tarnaud nous rejoindra bien sûr en fin d'émission pour évoquer notamment l'un des grands combats des radicaux, Jacques Mézard, la laïcité, dont on débat à nouveau aujourd'hui régulièrement. Mais avant d'évoquer notamment la situation en Grèce, le vote aujourd'hui de la loi Macron, ultime recours donc à l'article 49.3 par Manuel Valls, qui affirme que c'est un coup de jeune pour l'économie. Est-ce que vous partagez son enthousiasme? Je crois que c'est d'abord un message. Je ne pense pas qu'il y ait des mesures qui vont révolutionner le fonctionnement de la vie économique du pays, mais c'est clairement un message politique adressé non seulement aux élus, à la majorité présidentielle, mais à l'ensemble des Français. La loi Macron... Mais quel message? Le message qu'il est nécessaire de libéraliser, de donner plus de liberté au fonctionnement de notre économie. Je crois que c'est le message qui a été d'ailleurs assez entendu au Sénat. Mais qui se traduit suffisamment dans les faits, concrètement, non, selon vous? Non, parce que notre pays a besoin d'avoir moins de contraintes. Moins de contraintes, ce n'est pas fragiliser ceux qui sont les plus fragiles, ce n'est pas enlever des droits aux salariés, mais c'est permettre à l'économie de travailler dans de meilleures conditions. Mais est-ce que vous rejoignez par exemple l'opposition de droite, Jacques Mézard, qui considère qu'effectivement il manque dans ce texte des mesures pour desserrer le marché du travail, par exemple? Oui, je l'ai d'ailleurs dit, mais je crois qu'il faut être très prudent parce que notre pays est quand même dans une situation où faire bouger les choses à ce niveau-là est très difficile, quel que soit le gouvernement. Et je dis que nous avons besoin de moins de contraintes, de moins de normes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser faire tout et n'importe quoi à ceux qui ont le pouvoir, et en particulier le pouvoir économique. Mais on voit bien, quand on parle à des chefs d'entreprise, de petites entreprises, de moyennes entreprises sur le terrain, qu'ils n'en peuvent plus d'être étouffés par trop de contraintes administratives. Et cela les empêche. Là, il faut citer, c'est le Code du travail dont vous parlez. Il n'y a pas que le Code du travail. Notamment. Il y a le Code du travail, il y a l'environnement, il y a tout un tas de contraintes dans tous les secteurs. Et avec la meilleure volonté du monde, les parlementaires en rajoutent souvent. Nous le vivons. Et là, nous avons aussi à prendre conscience du fait qu'il faut faire moins de lois pour mieux les appliquer. Les chefs d'entreprise, ils le disent. Les deux mesures à effet le plus immédiat, souligne encore Emmanuel Valls, c'est le travail le dimanche et l'ouverture de lignes d'autocars. Est-ce que vous les approuvez et qu'est-ce que vous en espérez, vous? Écoutez, nous n'avons pas considéré majoritairement dans notre groupe que la question du travail le dimanche était quelque chose qui allait révolutionner, d'autant qu'il y a beaucoup de Français déjà qui travaillent le dimanche. Et que se battre pour savoir si les commerces vont pouvoir ouvrir plus de dimanche n'est quand même pas une révolution idéologique. Les lignes d'autocar, c'est un autre dossier, parce qu'il faut que nous considérions que, en particulier dans les territoires ruraux que je représente souvent, et en particulier, il y a une crainte. Il y a une crainte, c'est que ce message, ce soit on ferme les lignes de train. Alors, on sait bien que c'est difficile de faire fonctionner. Ça arrivera, vous l'avez entendu. Le gouvernement se réserve cette possibilité, mais après les régionales. Oui, moi je ne doutais pas de l'objectif final, mais là il faut être très prudent. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien bouger, mais ça veut dire qu'il faut que nous conservions un certain nombre de lignes ferroviaires qui sont indispensables sur nos territoires. Même si elles sont déficitaires et utilisées par très peu de voyageurs, avec des rames à moitié vides ou aux trois quarts vides, Jacques Mézard? Ça ne veut pas dire qu'il faut les conserver toutes. Ça veut dire que dans un pays, si on n'a pas une politique d'aménagement du territoire, une politique qui permet justement, dans certains territoires et dans certains cas, de conserver un certain nombre de moyens de transport ou de vie qui sont déficitaires, eh bien dans ce cas-là, il vaut mieux dire à ceux qui y vivent d'éménager. Bon, alors, je crois que là aussi, il faut du bon sens et il faut de l'équilibre. Un dernier point sur la loi Macron. À propos du passage en force avec l'article 49.3, qu'est-ce que ça révèle selon vous de l'état du PS et de la majorité à laquelle vous appartenez?
Oui, même si je suis souvent critique. Ça révèle très simplement que les lignes de fracture fondamentales traversent les deux partis principaux, le Parti socialiste et les Républicains. Et qu'on voit bien que gouverner dans ces conditions-là, et c'est un des problèmes de la Ve République qui, à mon avis, vit une crise, c'est extrêmement difficile parce que le gouvernement en place est obligé de tenir compte de positions de parlementaires qui sont manifestement pas en phase avec le gouvernement alors qu'ils sont les élus de ce parti dominant. Et quelles conséquences vous en tirez pour l'avenir? Pour l'avenir, je pense que je souhaite pour Une la France, redistribution des cartes politiques? je le souhaite vivement parce Dans quel sens? qu'il vaut mieux que ceux qui ont des conceptions assez proches sur des problèmes fondamentaux, que ce soit la construction de l'Europe, que ce soit l'économie, que ce soit les institutions, travaillent ensemble plutôt que d'être opposés par le système Oui. Alors vous, présidentiel. concrètement, radical de gauche, vous seriez prêt à faire alliance avec qui dans ce contexte-là? C'est celui que vous définissez? Il ne s'agit pas de donner des noms. Ah ouais. Et non, parce que ça n'a pas de sens de donner des noms. Je crois que ça veut dire très simplement qu'il faut voir... Des noms de parti, par exemple. Écoutez, les noms de parti... il y a une bonne partie du Parti socialiste. Il y a les radicaux de gauche, il peut y avoir des centristes, il peut y avoir des républicains. Moi, je crois que la France est dans une telle situation aujourd'hui, comme nombre de pays, qu'il faut essayer de surmonter dans certains cas des clivages qui sont artificiels. C'est pas facile à dire, c'est pas facile à assumer, parce que la tranquillité des deux grands partis, c'est de continuer à être l'un après l'autre au gouvernement. Mais aujourd'hui, le système de l'élection présidentielle, le quinquennat que j'ai combattu, aboutit malheureusement à une situation politique qui n'est pas très heureuse et qui favorise la montée des extrêmes. D'accord. Alors justement, vous avez cité l'Europe comme ligne de fracture au sein des deux grands partis que vous avez cités, le Parti socialiste et puis les Républicains, alors qu'on attend donc les réformes, les contreparties précises d'Alexis Tsipras à une nouvelle aide européenne à la Grèce. Quel regard est-ce que vous portez sur ce Premier ministre grec qui joue avec les nerfs de ses partenaires et créanciers? Je pense qu'il y a une surmédiatisation. Ce que l'on a vu dimanche soir avec des chaînes en continu n'arrêtant pas de parler du Premier ministre grec, de ce qu'il avait fait. Bon. C'était normal, c'était l'avènement de la soirée. Vous considérez qu'ils ont célébré, les médias ont célébré Alexis Tsipras? Je considère qu'on donne à cet événement un poids qui, dans l'avenir, je le pense, démontrera que c'est quand même de la surmédiatisation. Ceci étant, on peut le comprendre. Je crois aussi que le Premier ministre Tsipras joue. Il joue parce qu'il a pris des engagements avec ses concitoyens, qu'il se rend compte que ces engagements sont extrêmement difficiles à tenir et que, à la fois, le référendum avait pour but de rassurer ses concitoyens et de les regrouper autour de lui sur les thèmes qui lui sont chers, mais en même temps aussi, nous voyons aujourd'hui qu'il est obligé de faire des propositions. Il faut qu'on continue de chercher un compromis avec quelqu'un qui joue. Écoutez, moi je ne crois pas qu'on puisse faire tout et n'importe quoi. Je l'ai dit hier dans la discussion générale, il faut de la solidarité, mais à condition qu'elle soit accompagnée de fermeté. Nous ne pouvons pas accepter par rapport à la Grèce ce que l'on ne fait pas vis-à-vis à d'autres pays. Je pense au Portugal qui règle rubis sur l'ongle ses engagements financiers. Et donc, dans ces conditions, moi je crois qu'il y aura une sortie positive, non pas de l'euro, mais qu'il y aura une solution qui sera trouvée parce que la Grèce a plus à perdre à sortir de l'euro. La question de l'Union européenne ne se pose pas parce qu'ils ne sortiront pas de l'Union européenne, mais aura plus à perdre à sortir de l'euro qu'à trouver, à faire des propositions raisonnables. On parle souvent de ce qui se passe en Grèce sur les retraites, sur le fait que le clergé ne paye pas d'impôts, que les armateurs ne payent pas grand-chose. Ils ont manifestement un certain nombre de propositions sérieuses à faire. La moyenne médiane aujourd'hui des retraites en Grèce, c'est 900 €, comme en Allemagne. Et en France, on est à 1 200 €. Je n'entends pas beaucoup de ceux qui sont les zélateurs de M. Tsipras en France se plaindre
des retraites, par exemple, dans le monde agricole en France, qui sont souvent au-dessous de 700 €. Chacun assume des difficultés de cette nature-là. Les zélateurs, on les trouve notamment aux extrêmes. Oui. Et vous Très clairement, mais le gouvernement de M. Tsipras, il y a un représentant d'un parti souverainiste très très à droite. Donc c'est la conjonction d'un certain nombre de partis qui représentent effectivement des courants très différents, mais qui sont dont le moyen de rapprochement, c'est le populisme. Il y a aussi, dans les proches de M. Tsipras, un certain nombre d'anciens conseillers de gouvernements anciens qui sont aujourd'hui décriés. Dans ces gouvernements socialistes. Oui. Alors, le couple franco-allemand a été très exposé durant cette crise. Et à vous écouter, Jacques Mézard, on se dit que vous penchez peut-être plus du côté de l'intransigeance d'Angela Merkel que de la volonté de conciliation de François Hollande. Est-ce que je me trompe? Non, je crois que les deux... Il est nécessaire, vis-à-vis de la Grèce, d'avoir un message de fermeté, en disant il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Il ne faut pas non plus victimiser la Grèce. Donc, je crois que le couple allemand, chacun joue. Le couple franco-allemand, chacun joue sa partition et les deux sont attachés à la construction européenne. Alors, ils ne la voient peut-être pas exactement de la même manière, mais je crois d'ailleurs que la complémentarité de ces deux positions, à condition qu'elles ne s'opposent pas, mais qu'elles soient complémentaires, est utile. Il faut faire comprendre. Ça a été le cas. Je crois, jusqu'ici, oui. Je crois qu'il faut faire comprendre à la Grèce qu'il y a un seuil, un niveau au-delà duquel les autres pays n'iront pas. Et je pense, je suis peut-être optimiste, que le gouvernement grec sera obligé d'entendre ce message. On suivra ça dans les heures qui viennent. Un mot sur un homme d'affaires qui fut membre du parti radical de gauche, même candidat de votre parti, Bernard Tapie. Jacques Mézard, rien ne l'arrête, il veut réclamer maintenant 1 milliard d'euros à l'État, plus les intérêts sur 20 ans, dans l'affaire Adidas. Est-ce qu'il a raison de tenter le coup? Écoutez, je suis étonné que vous ne me posiez pas la question sur le scandale de Panama il y a 125 ans ou sur l'affaire Stavisky avant la Deuxième Guerre mondiale. Contrairement à vous, je n'ai jamais eu l'occasion de discuter avec M. Tapie. Il a été dans le parti radical de gauche. Ici même, il y a 3 ou 4 ans, j'ai été interrogé sur un éventuel retour de M. Tapie dans le parti et j'ai dit que s'il y rentrait, je partirais. Donc je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Aucun commentaire si on met de côté son étiquette politique, même ancienne, sur le fait... Je n'ai jamais, en tout cas, accepté personnellement le mélange de l'affairisme et de la politique. Est-ce décent, selon vous, de sa part, de réclamer cette somme colossale, sachant qu'il avait déjà reçu ce chèque de plus de 400 millions d'euros de Bercy? Rien n'est décent dans le mélange de l'affairisme et de la politique. Voilà, c'est dit, avec force. Pas de mélange de politique et d'affairisme. À propos de Bernard Tapie. On poursuit cette émission, Jacques Mézard, avec Jean-Louis Prévost de l'agence France-Presse qui va nous rejoindre. Et nous allons explorer le monde mystérieux et opaque des autorités administratives indépendantes, puisque vous avez voulu une commission d'enquête sur ces commissions qui coûtent cher et dont l'utilité reste à démontrer. Avant de vous interroger, donc, premiers éléments de compréhension et d'interrogation avec Faustine Saint-Geniès. Vous connaissez sans doute l'autorité des marchés financiers, le CSA ou encore la CNIL. Mais connaissez-vous la FLD ou le HCE-RES? Des autorités administratives indépendantes comme celle-ci, il en existe une quarantaine en France. Mais à quoi servent-elles? C'est l'une des questions que pose la commission d'enquête sur ce sujet au Sénat, créée en avril dernier à la demande des radicaux de gauche. Le moment est probablement venu de s'intéresser, de se poser la question, est-ce qu'il faut continuer à multiplier les hautes autorités? Qu'est-ce que ça veut dire, à la fois en termes d'allocation des finances publiques, et qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes de pouvoir? Qui gouverne? Objectif donc, défricher cet amas d'autorités en tout genre. Certaines disposent de moyens financiers propres, certaines peuvent exercer des sanctions. La commission mène donc des auditions tous azimuts. Mais à chaque fois, les intéressés répondent la même chose. L'initiative des sénateurs est bonne, mais pas question a priori de toucher à leur entité, indispensable selon eux. Les questions qui m'ont été posées n'étaient nullement une remise en cause du rôle du CSA en tant qu'autorité administrative indépendante. Ce débat nous a permis d'avoir un échange
et sur les fondements de l'institution et sur son actualité récente. Difficile de faire bouger les lignes sur ce thème, véritable serpent de mer. En 2010 déjà, un rapport parlementaire épinglait ces autorités administratives indépendantes. Son auteur, le député socialiste René Dosière. Toutes sont maintenant soumises à un contrôle et aux normes budgétaires qui s'appliquent aux administrations. Bon, ce qui n'était pas le cas avant. Mais si certaines de ces recommandations ont été prises en compte, cela reste encore très insuffisant à son goût. Il y a un certain nombre d'autorités qui n'ont plus d'utilité, qui pourraient disparaître. Je crois qu'il faut que les parlements regardent de beaucoup plus près le fonctionnement, l'activité de ces autorités indépendantes pour pouvoir, à ce moment-là, modifier les règles, voire faire disparaître ou regrouper celles qui ont besoin de se retrouver avec d'autres. Davantage de contrôle par le Parlement lui-même, une piste qui pourrait être reprise par les sénateurs. Reste à savoir si ce nouveau rapport sera suivi des faits. Alors, on a envie d'en savoir plus sur ces administrations, enfin ces organismes avec vous, Jean-Louis Prévost. Vos questions à Jacques Mézard. Qui sont-elles? Lesquelles faut-il éliminer prioritairement? Bonsoir, Monsieur Mézard. Oui, Bonsoir. ces fameuses autorités administratives indépendantes. Alors, à votre avis, est-ce qu'elles sont aussi trop nombreuses et lesquelles vous voudriez supprimer? On n'en est pas à la liste des suppressions. J'ai voulu qu'il y ait une commission d'enquête du Sénat pour que nous puissions faire véritablement le point sur ces autorités administratives indépendantes. Aujourd'hui, il y en a 42. La première a été créée en 1979. Ça fait donc pratiquement une par an. Et si ça continue, on n'aura plus assez de conseillers d'État, de conseillers à la Cour des comptes ou à la Cour de cassation pour remplir les collèges de ces autorités administratives indépendantes, parce qu'il y a quand même souvent les mêmes personnes, ou en tout cas le même type de personnes, qui y siègent. 42, c'est beaucoup. C'est l'expression du délitement du pouvoir de l'État. Et moi, en républicain assez jacobin, je le concède, je considère que ce n'est pas une bonne chose. Et que là-dedans, il y a de tout comme autorité administrative indépendante, avec des moyens de fonctionnement extrêmement différents, des moyens financiers extrêmement différents, et certaines qui ont pris au cours de ces dernières années un pouvoir considérable. On voit aujourd'hui les problèmes du CSA, je ne reviendrai pas là-dessus, on aura l'occasion d'y revenir d'ici le mois de septembre. L'autorité de la concurrence, à laquelle la loi Macron donne encore plus de pouvoir, son président nous a expliqué... Il veut plus de moyens, plus de pouvoir, lui aussi. Il a mis 1 milliard d'euros d'amende. Qui peut en faire autant en France? C'est quand même pas mal. C'est pas, Justement, c'est pas inutile pour les c'est au consommateurs. profit du consommateur, c'est contre les ententes entre les Oui, mais qui distributeurs et les siège producteurs. dans ces autorités administratives dites indépendantes? Et ça, c'est une question de fond. Et alors, vous pensez que ce sont des représentants des industries ou de la distribution qui siègent à la autorité de la concurrence? Qui devrait. Écoutez, vous lirez, parce que je ne vais pas aujourd'hui déflorer les conclusions d'un rapport qui est en cours, mais il suffit de voir qui siège dans les collèges pour se poser un certain nombre de questions. Il y a des autorités administratives indépendantes qui sont utiles et dont le statut ne doit pas être mis en cause. Je pense aux défenseurs des droits, je pense à la CNIL, ensuite les regroupements, c'est autre chose. Mais nous ne disons pas qu'il faut supprimer toutes les autorités administratives indépendantes. Nous disons, il y en a trop, on en crée en moyenne une par an, c'est vraiment le délitement du pouvoir de l'État, et dans la composition des collèges de ces autorités administratives indépendantes, on voit quand même pratiquement toujours... Mais c'est le législateur qui en a décidé, donc nous sommes responsables. Le législateur est responsable. On voit des conseillers d'État, on voit des membres de la Cour des comptes, on voit des membres de la Cour de cassation Et quelques parlementaires. C'est très variable. Ce sont des personnalités éminentes, apparemment, a priori. Personnalité éminente, mais toutes sur le même moule. Bon, et avec la même origine. Je ne dis pas qu'il y a partout la promotion Voltaire de l'ENA, mais enfin, il y en a quand même pas mal. Vous parliez des rémunérations, il y a de tout dedans. Il y en a qui font ce travail pratiquement bénévolement. Ça dépend des autorités administratives indépendantes. Et il y en a qui ont des revenus extrêmement importants. Ceci étant, dans certains secteurs, on vous dira qu'il faut qu'ils aient des revenus importants, sinon ils ne peuvent pas les trouver puisqu'ils ne voudront pas venir. Bon. Donc, mais là-dedans, il y a en tout cas un travail de fond à réaliser, c'est d'avoir un système d'autorité administrative indépendante reposant sur
des bases identiques, sur des méthodes de fonctionnement et de contrôle identiques. En tout cas, si on continue à en créer une par an, on va vraiment avoir de plus en plus de problèmes. Et alors, qu'est-ce que vous allez proposer? Vous allez vous faire un rapport, et ce rapport, vous allez le soumettre Ce rapport, c'est le rapport d'une commission d'enquête. À une proposition de loi ou... Moi, je n'ai pas l'habitude de travailler simplement dans le but d'occuper un certain nombre d'après-midi ou de matinées de parlementaires. Donc ce rapport, il sera suivi de propositions de loi que je déposerai. Mais de aussi, suppression. De certaines, oui. Mais par exemple, si je vous soumets l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, vous dites on la supprime celle-là? Nous le dit, nous dit, vous savez, je peux vous la commission d'accès aux documents administratifs. La commission d'accès aux documents administratifs, on en a besoin. Alors qu'elle soit regroupée, peut-être avec le défenseur des droits, ça peut se concevoir, mais celle-là, on en a besoin. Il y en a dont l'utilité, quand même, pose question. Tout cela, vous savez, nous avons auditionné notre ancien collègue, le doyen Gélard, qui a travaillé là-dessus et qui nous a dit, moi, je pense qu'il faut en supprimer 80%. Il connaît la question. Donc, soit par suppression, soit par regroupement. Mais en tout cas, il y a un message fort du Parlement qui est à exprimer, c'est qu'on ne peut pas continuer à en créer une par an. Et on ne peut pas continuer à accepter que l'État se désengage d'un certain nombre de responsabilités en disant c'est plus moi, c'est une autorité administrative indépendante. On a vu pour le CSA que finalement les conditions de désignation de la présidente de France Télécom posaient au moins autant de problèmes que quand c'était le précédent président de la République qui désignait. Donc ça laisse à réfléchir. Est-ce que vous vous dites qu'on pourrait supprimer le CSA ? Je n'ai pas dit ça. Non. Non, mais on a besoin d'une structure qui ne puisse pas être soumise à la suspicion. On a besoin effectivement d'une structure dont on considère qu'elle est véritablement indépendante et dont les modes de fonctionnement et de désignation ne donnent pas lieu à ce qui est en train de se passer. D'accord. Notamment des recours. Tout à fait. Mais est-ce que vous ratez pas un peu votre cible? Parce qu'à côté de ces autorités administratives indépendantes, il y a aussi toute une série de commissions administratives. Là, on a par exemple Mme Pellerin qui vient de créer un haut conseil de la photographie. Monsieur Prévost, vous avez parfaitement raison. Mais déjà, auditionner 42 autorités administratives indépendantes dans le cadre d'une commission d'enquête, c'est pas mal. Et moi, si vous voulez mon avis là-dessus, je vous le donne. Et si vous me posez la question, c'est que vous le souhaitez, mon avis. J'en ai assez, je le dis constamment, de la création de hautes autorités dans tous les domaines. C'est absolument invraisemblable, inacceptable. Nous avons quand même réussi ce matin à la commission mixte paritaire sur la loi NOTRe de réforme territoriale à supprimer le projet de haut conseil des territoires. Mais il faut arrêter. Mais on a l'impression aujourd'hui que chaque ministre veut son haut conseil. Il faut dire que quand ensuite on y met des représentants dedans, on peut faire plaisir à pas mal de gens. Mais c'est pas comme ça qu'on peut faire avancer l'administration française et les intérêts. Alors la loi NOTRe, justement, c'est une simplification administrative là au niveau des collectivités. Pour vous, non. Tout est à refaire. Il faudra recommencer. Non, je crois que les élus locaux en ont assez de l'instabilité. De ces réformes qui n'arrêtent pas. Parce que la réforme, c'est bien, si c'est mieux qu'avant. Mais en tout cas, si c'est la réforme en continu, je peux vous dire que les élus locaux, moi je cumule et je suis fier de cumuler une fonction parlementaire et une présidence de communauté d'agglomération, je peux vous dire que les élus locaux, la réforme territoriale, ils en ont jusque-là, ils disent stop, stop, stop. Maintenant, évidemment, si elle n'est pas parfaite, on sera bien obligé dans l'avenir de corriger un certain nombre d'effets. Mais vous, par exemple, est-ce que vous vous êtes fait à la fusion de l'Auvergne et de Rhône-Alpes? Non, je ne m'y suis pas fait, mais la loi est la loi. Bon, je ne m'y suis pas fait parce que c'est absurde. On ne reviendra pas en arrière. Ça, vous savez, c'est vous qui le dites. Quand il y a des décisions absurdes qui sont faites, il est quand même possible d'envisager que dans l'avenir, on modifiera certains errements, parce que vous m'expliquerez comment on peut fonctionner quand on est à 11 heures aller-retour par le train ou 9 heures aller-retour par la route de la métropole régionale. Si c'est ça la recherche de la proximité, on peut faire mieux. Et il y a manifestement un mépris d'un certain nombre de territoires ruraux qui est la caractéristique de ces décisions
je n'ose pas dire à caractère francilien, mais bon. Alors au sujet des régions, on a quand même les élections régionales en décembre qui sont redoutées par le pouvoir qui n'a depuis 2012 qui ne subit que des échecs. Vous craignez un nouvel effet de balancier avec une percée du Front National ? Ce qui se passe depuis 2 ans est l'illustration de conséquences de certains choix qui ne nous ont pas paru à nous opportuns. Nous l'avons dit sur les institutions, sur la réforme territoriale. Et il y a manifestement aussi des systèmes électoraux qui favorisent l'expression des populismes. Vous savez, faire voter nos concitoyens sur les élections européennes dans des circonscriptions qui n'ont aucun sens, ce qui fait qu'ensuite, ils ne voient jamais un député européen sur le terrain, qu'il n'y a jamais un débat dans nos départements sur les programmes européens, qu'on les voit une fois quand ils sont en campagne électorale et plus ensuite. Et ce qui va se passer pour les régionales, c'est un peu la même chose. Nous allons avoir des candidats choisis par les partis. Et qui sont identifiés, souvent, pas tous, mais quand même, certains le sont. Vous savez, les conseillers régionaux et le scrutin, malheureusement, n'a pas été changé. Sur nos territoires, presque personne ne les connaît. Voilà la réalité. On connaît les maires, on connaît les présidents d'intercommunalité, on connaît les députés, les sénateurs, on ne connaît pas les conseillers régionaux. Donc il ne faut pas s'étonner ensuite que ça donne les résultats. Les gens connaissent au moins le président de région ou quand celui qui va être tête de liste. Vous espérez encore, vous, une tête de liste régionale comme radical de gauche apparemment, en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, c'est plié, ce ne sera pas Sylvia Pinel. Mais Madame Delga. Pour moi, ce n'est pas un espoir, c'est une nécessité. On ne peut pas considérer, quand nous avons des ministres au gouvernement, sur la loi Macron et sur d'autres textes, moi je vote le budget. Je considère que l'opposition n'a pas tellement présenté de meilleures solutions au niveau budgétaire et financier. Nous ne sommes pas d'accord sur un certain nombre de textes. Mais considérer que le seul allié du gouvernement, du Parti socialiste, les radicaux de gauche, eh bien, sont marginalisés par le Parti socialiste, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que là, vous n'avez pas de tête de liste. Et puis écoutez, il est tout à fait possible qu'il y ait une liste radicale de gauche en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, si aucun accord n'est possible. C'est tout. Bon, je crois qu'il faut dire les choses très clairement. C'est-à-dire que Mme Pinel quitterait le gouvernement pour prendre sa propre tête de liste à elle, alors? Pas ses anciennes collègues. Écoutez, Madame Pinel est ministre, Madame Delga est certainement quelqu'un de très respectable, mais je crois qu'il n'y avait pas de raison que Sylvia Pinel s'incline. Donc ce sont des discussions entre les deux partis. Moi, je ne participe pas à ces discussions, mais je considère effectivement qu'il faut savoir ce que le Parti socialiste veut. S'il ne veut avoir que... Il ne veut pas céder face à vos assauts contre son hégémonie. S'il ne veut avoir que des supplétifs, libre à lui. Moi, je mène, en tout cas comme président de groupe au Sénat, une politique de liberté, en étant clair sur les choix que le RDSE fait. Il n'y a pas que des radicaux dans le RDSE. Vous estimez bien mal récompensé? Je ne cherche aucune récompense. Ils assument leur comportement par rapport à tous leurs alliés. Ce qui fait qu'en se conduisant de cette manière, eh bien, in fine, ils se retrouvent petit à petit tout seuls. À suivre donc, notamment dans la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Merci Jean-Louis. Perrine Tarnaud arrive maintenant pour aborder d'autres sujets dont certains sont au cœur, je le disais tout à l'heure, de l'engagement des radicaux, la laïcité. Quentin Calmet. Menu des cantines scolaires, crèches au sein d'une administration publique ou encore ramadan fêté par la mairie de Paris. À intervalles réguliers, des questionnements autour de la laïcité reviennent au cœur du débat politique. Dernière initiative au Parlement sur le sujet, un texte des radicaux de gauche après l'affaire de la crèche Babylou. Une loi adoptée mais aux effets minimes. Elle impose la neutralité religieuse dans les crèches privées. Des retouches de la loi de 1905 auxquelles l'Observatoire de la laïcité n'était pas favorable. Il y avait un problème puisque là, cette proposition de loi imposait une totale neutralité absolue et générale pour toute personne travaillant dans ces structures. C'est-à-dire qu'il faut appliquer et faire respecter la laïcité tout court, sans l'adjectiver. C'est la laïcité telle qu'elle a été définie par les pères fondateurs.
Dans tous les partis politiques de gauche, le débat est relancé, notamment depuis les attentats de janvier à Paris. Dernier exemple en date, la proposition de Bernard Cazeneuve de former des imams au sein d'un cursus universitaire. Une idée finalement abandonnée lors du dernier congrès socialiste. Pour l'ancien secrétaire national à la laïcité du Parti socialiste, il y a bien une défaillance de nombre d'élus sur le sujet. Le Parti socialiste et la gauche en général n'a pas réussi à créer un discours solide, à créer un discours alternatif pour se positionner de façon claire, de façon républicaine sur la question de la laïcité. Et aujourd'hui, il y a une espèce de deal un peu malsain entre certains élus locaux et les communautaristes religieux pour non plus faire ce travail laïque, mais échanger politiquement des petits services entre amis. Autre reproche adressé aux politiques par la Ligue des droits de l'homme, la laïcité est souvent instrumentalisée par le personnel politique pour discriminer davantage que pour inclure. Pour une organisation de défense des droits de l'homme, l'instrumentalisation de la laïcité comme moyen de débat politique, non pas sur des questions de principe de la République, mais comme une espèce d'arme utilisé pour dénoncer l'autre, pour le discriminer, c'est quelque chose de gravissime. Enjeu des prochains mois, éclaircir la position de chacun sur le sujet, car un parti est en embuscade sur ce thème, le Front National. Voilà, sur ces questions, Perrine Tarnaud, bonsoir. Bonsoir Michel. Vos questions à Jacques Mézard, on va tenter de vous entendre. Là, une petite extinction. Je suis désolée. Est-ce que vous estimez, Jacques Mézard, qu'aujourd'hui la laïcité est en danger? Oui, bien sûr. Et notamment remise en cause par certains partis politiques. On voit que certains élus de gauche, il y a une dérive autour de la laïcité. Bien sûr, je disais tout à l'heure qu'il y avait des lignes de fracture fondamentales à l'intérieur des grands partis. Sur ce sujet-là, nous n'en avons pas de fracture chez nous. Car je peux dire que nous sommes le parti de la laïcité. C'est un élément fondateur de notre vie politique, de tout ce que nous avons fait depuis que nous existons. Et ce qui me fait mal, moi, qui suis profondément laïque, c'est de voir reprendre l'idée de la laïcité par les extrêmes. Ça, c'est aussi en partie de notre responsabilité. Et parce que les grands partis politiques français l'ont abandonné, notamment le Parti socialiste. Tout à fait, mais nous aussi, nous n'avons pas été suffisamment forts. Nous ne nous sommes pas suffisamment fait entendre depuis des années, alors que nous avons la conviction que la laïcité à la française est quelque chose d'essentiel et encore plus aujourd'hui. Et que le principe en est simple. C'est la religion, c'est dans la sphère privée et qu'elle n'a pas à intervenir dans la sphère publique. Est-ce qu'il faut pour autant revoir la loi de 1905, la séparation entre l'Église et l'État? Non. Parce qu'il y a beaucoup de voix politiques aujourd'hui qui tout à fait. Mais là, ce serait une erreur fondamentale. La loi de 1905, vous savez, on ne va pas refaire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est un texte fondateur. Il n'y a pas de raison qu'on refasse la loi de 1905 qui a été un élément fort du ciment national. Mais il y a quand même des maires qui expriment un certain malaise, notamment dans le financement des cultes, pour financer par exemple la construction de mosquées. Il y a des maires, des élus, par exemple de banlieues parisiennes, qui sont un petit peu obligés de biaiser, de construire des salles polyvalentes qui ensuite deviennent des lieux de culte. Qu'est-ce que vous leur répondez? Comment les aider? Mais écoutez, il y a des principes. Moi, je suis de ceux qui considèrent que les communes n'ont pas à financer des lieux de culte. Et en même temps, on dit qu'il faut contrôler le financement des imams, des mosquées. Oui, mais ça, c'est l'argument numéro un pour dire... Pour éviter les dérives radicales. Oui, mais enfin, c'est l'argument numéro un. Et si on lâche là-dessus, eh bien, on lâchera sur tout. Parce que dire je vais, moi, maire d'une commune, financer la construction d'une mosquée ou d'un temple ou de tout ce que l'on peut faire en matière religieuse. Parce que si je ne le fais pas, le Qatar le ferait. Écoutez, on est dans un pays qui doit être ferme sur des règles qui sont fondamentales, parce que si on commence à y mettre le petit doigt, et moi je n'ai strictement rien contre la religion musulmane, c'est-à-dire que c'est la multiplication de revendications et pas forcément simplement des musulmans. Il y a un principe laïque, il faut s'y tenir, que chacun puisse exercer la religion qu'il veut. Dans la plus totale liberté, c'est parfait, mais dans la sphère privé. On avait un socialiste dans le sujet, là, qui parlait déjà de petits arrangements entre amis. Concrètement, il pensait à quoi?
Je veux dire, certains élus cèdent face aux poussées communautaristes? Moi, je comprends que dans certaines communes où le poids électoral de certaines communautés est fort, il y a des élus qui ont tendance à ne pas résister. Ah. C'est évident, mais je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Quand on pensez par exemple à la nuit du Ramadan qu'on évoquait à l'instant à Paris, à l'hôtel de ville? Je ne peux pas vous dire que je trouve que la nuit du Ramadan à Paris soit une bonne idée. Elle devrait renoncer à cet événement qui est organisé depuis plusieurs années. Anne Hidalgo? Vous me posez la question, je considère que ce n'est pas une bonne chose. Bon, alors, ensuite, je n'ai pas à juger du côté électoraliste ou non électoraliste. Moi, je me situe au niveau des principes. Parce que ça sera sans fin. Dans le 13e arrondissement, nous avons beaucoup de nos concitoyens qui sont d'origine chinoise. Alors on va prendre leurs traditions. Il ne faut pas les empêcher de respecter leurs propres traditions, mais le public, la collectivité n'a pas à intervenir là-dedans. Votre réaction à l'appel lancé par Denis Tillinac, touche pas à mon église, contre la transformation des églises en mosquées. C'est peut-être le cas dans le Cantal. Peut-être que vous avez des exemples dans le Cantal. Non. Des églises désaffectées ou... Non, des églises désaffectées, il y en a, évidemment. Est-ce que vous pourriez être signataire de cet appel de Denis Tillinac? J'ai l'habitude de ne signer aucune pétition. Donc, que pensez-vous alors de cet appel? Je comprends. Je crois qu'il ne faut pas provoquer nos concitoyens. Il y a un attachement tout à fait clair chez nombre de nos concitoyens à des traditions. Les églises ont quand même un fond, comme on dit, de pays chrétiens. Même quand elles sont désertées par les Français? Écoutez, je crois qu'il faut être réaliste. C'est quelque chose qui sera très mal vécu. Si dans un secteur, la communauté catholique, par exemple, considère que c'est une bonne chose, ça peut se faire. Mais le faire de manière provocatrice, il ne faut provoquer personne, ni les catholiques, ni les musulmans, ni les protestants, ni les bouddhistes. Il faut les respecter. Et quand on prend des mesures qui sont de nature, justement, à les provoquer, ce n'est pas une bonne chose. Il y a eu un rapport rendu hier au Sénat d'une commission d'enquête sur l'école et les valeurs républicaines, qui était notamment présidée par une sénatrice radicale, Françoise Laborde. Une vingtaine de propositions qui vont du rétablissement de l'uniforme à l'école, à la suppression des allocations en cas d'absentéisme, au brouillage des téléphones, à la suppression des tablettes. C'est un peu Troisième République, non, tout ça? Mais écoutez, qu'avez-vous contre la Troisième République? Elle a beaucoup fait pour la France, elle a amené beaucoup sur le territoire national, elle a amené l'école partout, elle a amené le train partout, elle a amené le téléphone partout. Et si toutes les républiques étaient aussi efficaces que la Troisième République l'a été, ça se saurait. Mais en quoi ces mesures peuvent redonner le sens des valeurs républicaines? Écoutez, dans ces mesures, j'ai lu les 20 mesures. Je ne les partage pas toutes. Le fait de créer des maisons spécialisées pour ceux qui remuent trop me paraît pas être une idée géniale. Mais globalement, ce sont essentiellement des mesures de bon sens. Ce sont des mesures visant à restaurer l'école, la laïcité, l'idée de la République à l'école. Il n'y a pas grand-chose là-dedans, je vous le dis, je le dis, qui me choque. Il y a eu... Mais est-ce que c'est à l'école d'enseigner les valeurs républicaines? Bien sûr que c'est à l'école d'enseigner les valeurs républicaines. Bien sûr que c'est à l'école de faire ce qu'on appelait l'éducation civique. Et si l'école, je crois que l'école d'abord, elle doit apprendre à lire, à écrire, le français, les mathématiques, l'histoire. C'est pas toujours le cas aujourd'hui. Et puis, elle doit être l'école de la République. C'est en tout cas la vision qui est la nôtre depuis que nous existons, depuis effectivement la Troisième République. C'est-à-dire qu'il y a un consensus sur ce que vous dites là. Écoutez, je crois qu'il y a un large consensus. Si l'on consultait nos concitoyens sur ces 20 mesures, il y en aurait peut-être une ou deux ou trois qui poseraient problème, mais très largement, ça correspond aujourd'hui à un sentiment républicain. Et qu'il soit porté par un rapporteur UMP avec une présidente de commission radicale, moi ça ne me choque pas, au contraire. On entend beaucoup Jacques Mézard actuellement, notamment dans la bouche de l'exécutif et dans celle de François Hollande, que la procédure parlementaire est trop lente. Ça ne va pas assez vite.
Est-ce que vous êtes d'accord? Si ça ne va pas assez vite, le premier responsable en est l'exécutif. Parce qu'à force d'accumuler les projets de loi pour montrer qu'on essaie de tout réformer parce qu'avant c'était pas assez bien et que ça sera mieux demain, si l'exécutif, le président de la République, le Premier ministre, arrêtait de nous envoyer des projets de loi qui sont épais de plusieurs dizaines de pages, avec des centaines d'articles, la loi Macron en est un exemple, la transition énergétique en est un exemple, la loi santé en est un exemple, la réforme territoriale en est un exemple. Moi, donc ce sont les textes du gouvernement qui sont mal taillés, c'est le gouvernement qui est en cause. Tout à fait, parce qu'une bonne loi, c'est une loi courte, ce n'est pas une loi bavarde. Alors évidemment, quand vous apportez 200 articles... D'accord, on rajoute des amendements aussi, mais bien sûr, ça rallonge la sauce. Hein. Mais bien sûr qu'on rallonge la sauce, c'est naturel. Quand vous avez 200 articles, vous discutez de ces 200 articles, vous présentez des amendements sur ces articles. Si on nous apporte un texte de loi où il y a 1, 2, 3 articles, vous verrez qu'il y aura moins d'amendements. Nous sommes dans un système qui est à bout de course par rapport à ça. Mais la responsabilité de la durée de la loi, elle incombe d'abord à l'exécutif. À bout de course, ça veut dire qu'il va y avoir des réformes institutionnelles alors? Est-ce que vous craignez que sous cette petite musique ambiante de procédure parlementaire trop lente, c'est le bicamérisme qui pourrait être visé, menacé? Nous savons bien, nous avons entendu les propos du président de l'Assemblée nationale, M. Bartolone. Il n'aime pas le Sénat, il veut le supprimer. C'est d'ailleurs d'un goût douteux. Oui, il va bientôt quitter l'Assemblée pour faire campagne. Mais oui, il était à fond pour le non-cumul. Donc, il nous démontre, en étant à la fois président de l'Assemblée nationale et candidat pour être président de région, qu'entre le discours et l'action, pour un certain nombre des responsables politiques, il y a une grande nuance, oui. François Hollande pourrait convoquer un congrès en 2016, début 2016, pour notamment faire ratifier la charte sur les langues régionales. Est-ce que vous voterez pour? Le texte va arriver au Sénat à l'automne. À titre personnel, non. Et ce n'est pas la position de votre groupe? Écoutez, chacun est libre. Chacun est libre, c'est une caractéristique du non, mais groupe. Ça veut dire que si vous, déjà, vous votez contre, il perd des voix à gauche et donc il aura du mal à avoir une majorité des 3/5. C'est une position très personnelle. Parce que vous êtes contre l'idée que l'on valorise les langues régionales au détriment je crois qu'aujourd'hui... de ce qu'on a appelé l'unicité de la République, de la langue nationale. Oui, je le concède, moi, qu'on puisse enseigner des langues régionales, qu'il y ait des moyens apportés par certaines collectivités pour les langues régionales, ça ne me choque pas. Mais aujourd'hui, où on voit que l'apprentissage de la langue, l'apprentissage du français pose tellement de problèmes, est-ce que c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut se lancer là-dedans? Je ne crois pas. Donc, vous lui conseillez de ne pas faire de congrès là-dessus? Il fera... François il me demande rarement conseil, même jamais, et je ne me permettrai pas de... regrettez? Jamais. Du tout. Du tout? Il pourrait consulter quand même les radicaux de gauche. Je ne doute pas qu'il consulte le président du Parti radical de gauche. Mais je suis le président du RDSE, c'est différent. Merci Jacques Mézard d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci Perrine, allez vous soigner. Ouais, j'y cours. À très vite, bonsoir à tous.